Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Situation tendue en Guinée depuis les élections locales du 4 février. Quelques résultats partiels ont été livrés ce vendredi par la Commission électorale nationale indépendante. Mais l'opposition dénonce toujours des fraudes. Ce 8 février 2018 marquait l'anniversaire de la première année au pouvoir du président somalien Mohamed Abdullahi Mohamed. Celui qui avait fait de la lutte contre le terrorisme son principal argument de campagne présente un bilan assez mitigé. Et puis le Haut Commissariat aux réfugiés fait un appel de fonds pour les réfugiés burundais. L'organisation internationale se retrouve actuellement à court de financement pour venir en aide aux 430 000 réfugiés qui se trouvent au Rwanda, en Tanzanie, en Ouganda ou encore en République démocratique du Congo. En Guinée, la Commission électorale nationale a publié les résultats partiels de quelques circonscriptions. Il s'agit de celles de Boké, Bofa et Kindia. Les résultats des élections locales sont en effet très attendus depuis le début de la semaine suite au scrutin qui s'est déroulé ce dimanche 4 février. Et justement, l'opposition guinéenne dénonce déjà des fraudes massives lors de ces élections locales du 4 février. Le chef de file de l'opposition, Cellou Dalein Diallo, appelle à la vigilance. La situation reste donc tendue, ce qui suscite de vives inquiétudes. Le point avec Deogracias Podo. Les violences post-électorales se poursuivent en Guinée à la veille de l'annonce des résultats définitifs des élections communales. Jeudi 8 février, plusieurs militants de différentes formations politiques se sont affrontés dans la capitale Conakry. On dénombre une dizaine de victimes. À l'origine des tensions, les responsables de l'opposition qui dénoncent des fraudes massives lors du scrutin du dimanche 4 février. Ils craignent surtout que le président Alpha Condé tente de modifier la Constitution afin de briguer un troisième mandat en 2020. Ma patience a des limites. Et je ne saurais davantage continuer à cautionner cette mascarade électorale. C'est pourquoi je dis fort et fort que l'UFDG n'acceptera pas de résultats truqués. Militants et militants de notre parti, restez mobilisés et vigilants pour protéger vos suffrages. Nous vaincrons. Les élections locales du 4 février 2018 sont les premières organisées en Guinée depuis 2005. Les dernières remontent à la présidence du général Lansana Conté, dont le parti avait raflé plus de 80% des suffrages. Après de nombreuses manifestations de protestation, elles avaient été fixées à février 2017, puis à nouveau retardées en raison de divergences sur l'organisation. Aujourd'hui, ce sont des accusations de fraude qui pèsent sur le parti au pouvoir. Beaucoup craignent une réelle escalade de violence qui risque de faire davantage de victimes innocentes. Je regrette que mon pays soit à chaque fois, il y a des événements dans ce sens, des élections ou quoi que ce soit communal, législatif. Parce que moi, il faut vivre en Guinée. Il ne faut pas dire que je suis peul, je n'aimerais que le peul, ou je suis malinqué, je n'aimerais que le malinqué. Chacun aime ses enfants, chacun a du sang qui coule dans ses veines. Dans une déclaration, le représentant spécial des Nations Unies en Afrique de l'Ouest, Mohamed Ibn Chambas, a appelé tous les partis politiques et autres belligérants à éviter tout acte de violence afin de permettre aux institutions en charge du processus électoral de poursuivre leur travail dans la sérénité. Reste à savoir si son appel sera entendu. Depuis, les protestataires ne décolèrent pas. En Somalie, le chef de l'État, Mohamed Abdullahi Mohamed, célèbre sa première année de pouvoir. À l'heure de ce premier bilan, les avis sont mitigés puisque le président avait fait de la lutte contre le terrorisme et la sécurité ses principaux éléments de campagne. Pourtant, les attaques sont toujours aussi présentes en Somalie. Plus d'explications avec Adidjatou Badawi. C'était précisément le 8 février 2017 que Mohamed Abdullahi Al-Célèbre Farmajo, ex-premier ministre, a été élu président de la Somalie. Un an après, la situation sécuritaire du pays reste précaire. Mogadiscio, la capitale politique, a été le théâtre de plusieurs attaques meurtrières revendiquées par les Chebab, un groupe terroriste islamiste. Pourtant, à son arrivée au pouvoir, Mohamed Abdullahi a fait une promesse cruciale à son peuple, celle de vaincre ce groupe terroriste au cours de ces deux premières années de prise de pouvoir. Une année après, le bilan de la situation sécuritaire reste mitigé. Le gouvernement de l'État fédéral de la Somalie montre un ensemble de limites, l'incapacité de venir à bout les frappes de drones américains qui ont permis une montée en puissance de la riposte et qui ont eu pour conséquence une fragilisation, n'est-ce pas, du mouvement Al-Shabaab qui, au pire, s'est retranché dans les zones rurales mais continue à s'aimer l'effroi dans le pays. Il y a des kidnappings d'enfants
qui conseille d'être fait, cela laisse présager un conflit qui va encore durer pour une bonne période. En décembre 2017, une conférence dont l'objectif était de transférer les responsabilités de la sécurité nationale de la mission de l'Union africaine aux forces de sécurité somaliennes a été organisée à Mogadiscio. Mais jusqu'ici, les Chebabs continuent de faire des victimes. La stratégie, c'est déjà de rassurer les alliés de la Somalie, que ce soit d'un côté les Occidentaux avec les États-Unis, que ce soit les Africains en matière de financement de toutes ces groupes qui viennent soit du Kenya, de l'Ouganda, de l'Éthiopie ou du Burundi, de doper davantage cette coalition militaire en moyens. Mais le plus important n'est pas le tout militaire. Il faut davantage arriver à des solutions intégrées. Intensifier, n'est-ce pas, dans un second temps, la surveillance maritime et transfrontalière. Il serait aussi intéressant de développer l'intelligence, c'est-à-dire le renseignement. Le 14 octobre 2017, un attentat avait fait 512 morts dans la capitale Mogadiscio. L'attentat le plus meurtrier de l'histoire de la Somalie. Au-delà des multiples attaques terroristes en Somalie, les populations restent optimistes et nourrissent le vœu d'un retour à la sécurité. Dans le cadre de la visite du président sénégalais Macky Sall en Mauritanie, les deux États ont annoncé la signature d'un accord de coopération pour l'exploitation d'un important champ gazier offshore, un partenariat qui inclut le développement de l'exploitation, le partage des ressources ainsi que les conditions de règlement des litiges. Écoutons à ce propos Maître Sidiki Kaba, ministre sénégalais des Affaires étrangères. Les deux présidents, convaincus de l'importance du rôle de l'énergie dans le développement économique durable, ont exprimé leur volonté commune d'intensifier la coopération dans ce secteur. Et comme concrétisation effective de cette volonté politique des deux États, on signe l'accord gouvernemental assis portant sur l'exploitation du champ gazier Grand Tortue Aïmine, GTA, se trouvant au niveau des frontières maritimes entre les deux pays. Les deux présidents ont abordé la question liée aux conditions d'exploitation des ressources halieutiques et ont donné des instructions au ministre en charge de la pêche et de l'économie maritime à l'effet de prendre toutes les mesures nécessaires au renforcement de la coopération dans ce domaine. Le Haut-Commissariat pour les réfugiés alerte sur sa situation financière pour aider les réfugiés burundais. En effet, l'organisation internationale se retrouve à court de financement et fait un appel à la mobilisation afin de récolter 391 millions de dollars, une somme qui permettrait de venir en aide aux 430 000 Burundais réfugiés dans les pays voisins. Plus de détails avec Adidjatou Badawi. La crise politique au Burundi a donné naissance à une crise humanitaire sans cesse croissante. Depuis 2015, environ 400 000 réfugiés burundais et demandeurs d'asile ont fui les violences pour trouver refuge dans les pays voisins, notamment au Rwanda, en Ouganda, en Tanzanie ou encore au Kenya. Le Haut-Commissariat pour les réfugiés dénombre 430 000 réfugiés burundais en 2018. Aujourd'hui, le HCR et ses 26 autres partenaires humanitaires n'arrivent plus à subvenir aux besoins alimentaire et sécuritaire de ces personnes dont le nombre pourrait atteindre 500 000 d'ici fin 2018. Nous invitons les donateurs à renforcer leur soutien aux réfugiés désespérés qui luttent pour survivre dans les pays voisins alors que les efforts ne correspondent pas aux normes humanitaires acceptables. La communauté internationale doit également rester engagée dans la quête d'une résolution véritable et durable de la crise au Burundi. Ce bilan dressé par Catherine Wechner, coordonnatrice régionale de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, est démenti par le gouvernement burundais. Le porte-parole du gouvernement, Terence Ntahiraja, affirme qu'entre janvier 2017 et mi-août de la même année, plus de 68 000 réfugiés burundais sont retournés au pays. Terence Ntahiraja a remis en question l'absence du retour de 765 personnes au mois de janvier 2018 qui n'a pas figuré dans le bilan du Haut-Commissariat pour les réfugiés. La communauté internationale doit trouver des ponts de substitution
Certains pays émergents, je pense au Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, devraient augmenter la participation financière à l'ONU afin de pallier au manque causé par les États-Unis. Le gouvernement burundais doit travailler à la réconciliation nationale. Il est important que les enfants du Burundi se retrouvent autour de la table. Un dialogue inclusif, un dialogue permanent et une la voie royale de sortie de crise. La crise politique au Burundi est née suite à l'annonce en avril 2015 de la candidature de Pierre Nkurunziza pour un 3e mandat. Crise qui a fait au moins 1200 morts. La situation des réfugiés burundais est la moins financée au monde car elle bénéficie seulement de 21% des fonds requis. Une situation qui demeure préoccupante. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.